Général, combien d'hommes vous avez tués? Aussi au moment où tu Attends, ma 200. Attends, ma 200. Non, tu as la caille boy. On a dit que ça. Dis que c'est. Tu as ma coupe. Ça fait plus de 25 ans que des groupes armés nationalistes ou étrangers terrorisent l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour Boutique, je suis parti dans la région du Kivu pour rencontrer un chef de guerre et essayer de comprendre le niveau de violence là-bas. Ah ouais, ils sont beaucoup. Je dirais une cinquantaine. Ils sont tous armés avec des kalash. Jambo. Jambo. Pendant plusieurs mois, j'ai donc enquêté avec ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire un journaliste local, un traducteur qui connaît très bien la région, qui a des contacts sur place et qui m'aide dans mes démarches. Ça a été un processus long et compliqué parce qu'il y a beaucoup de groupes armés qui sont inaccessibles parce qu'ils sont trop dangereux pour qu'on puisse aller les rencontrer et toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour en tout cas essayer d'aller les voir. Il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas rencontrer de journalistes. Et finalement, on a réussi à contacter et à aller voir dans une partie reculée de la région du Sud Kivu, Constantin Bashunga, qui est le leader d'un groupe armé nationaliste qui s'appelle le MNLC, le Mouvement nationaliste pour la libération du Congo. Évidemment, quand on part dans un endroit reculé comme ça, on prend un maximum de précautions possibles. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant de l'endroit exact où je me trouve et je me donne un créneau horaire dans lequel je suis censé pouvoir filmer avec le chef du groupe armé, mais aussi partir. Et si je ne donne pas de nouvelles à la fin de ce créneau horaire, il y a des gens qui vont contacter les autorités congolaises pour leur dire qui je suis allé voir et à quel endroit je suis et que c'est pas normal qu'ils aient pas de nouvelles de moi. Mika, on va monter, si on n'est pas de retour aux alentours de 14h, c'est qu'il y a un problème. Ce qui est fou dans ce tournage, c'est qu'on a rejoint le groupe armé dans les montagnes, donc ce sont des éclaireurs qui sont venus nous chercher dans un premier temps. Et les premières personnes qui appartenaient au groupe rebelle que j'ai vu, c'était des enfants soldats. Ils avaient tous soit des machettes, soit des fusils d'assaut. Et dans le documentaire, il y a plusieurs jeunes adolescents que je vais voir qui me disent qu'ils ont déjà tué pour le compte du MNLC. Et tu as quel âge, Mitsubishi? De 13 ans. 13 ans? Oui, oui. T'es jeune pour porter une arme? Oui. Eh ben, vous êtes beaucoup des jeunes dans le groupe comme ça? Oui, oui. Nous sommes beaucoup. Je vois ça, ouais. Et je m'y attendais pas du tout parce que aujourd'hui c'est connu que l'utilisation d'enfants soldats est considérée comme un crime de guerre. Et donc je pensais que s'il y avait des enfants soldats dans ce groupe armé, je pourrais pas les voir parce qu'ils les cacheraient. Et du coup je savais en voyant ça que je n'avais pas le choix, il fallait que je commence mon interview avec le chef du groupe armé en posant la question de l'utilisation des enfants soldats et que forcément ça allait pas être un entretien facile. Général, vous savez que l'utilisation d'enfants soldats, c'est considéré comme un crime de guerre et il y a beaucoup de chefs de groupes armés qui sont aujourd'hui au tribunal pénal international pour cette raison. Naebi. Bana, Naebi. J'ai très vite vu que le chef du groupe armé s'énervait au fur et à mesure des questions. Et avec mon fixeur, au préalable, avant d'aller le voir, on s'était donné des signes au cas où on savait que c'était le moment de partir et qu'il fallait écourter l'échange. Donc au final, moi j'avais prévu de passer tout l'après-midi dans les montagnes avec le MNLC. Et en fait, avec mon fixeur, on sentait qu'il y avait beaucoup de tension. Donc on s'est dit qu'il valait mieux partir. Si vous voulez voir l'intégralité de ce documentaire, il est disponible sur Brutix.